Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Vox Africa. Je suis Fanny Wegscheider. Votre point quotidien sur l'actualité africaine et internationale, c'est tout de suite dans Vox Flash. Ouvrons notre flash information de ce jeudi 12 novembre en Angola. Hier, 11 novembre, le pays fêtait ses 40 ans d'indépendance. Alors que l'Angola est pointé du doigt par des organisations de défense des droits de l'homme comme Amnesty International, eh bien, le président José Eduardo dos Santos a lui tenu à célébrer l'événement malgré tout. Alors comme pour tordre le cou à ses détracteurs, il a promis dans son discours de garantir, je cite, le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le droit de prendre part aux activités politiques et d'associations. De nombreux assassinats, disparitions, arrestations arbitraires ou encore tortures sont reprochés au régime de M. dos Santos. Actuellement, rappelons que 15 jeunes accusés de rébellion pour avoir manifesté contre le président sont toujours en détention depuis juin, et ce sans avoir été jugés pour le moment. Et à l'occasion de cette fête nationale hier en Angola, M. dos Santos a été critiqué pour son inauguration le même jour du nouveau Parlement. Selon l'opposition, eh bien, le bâtiment aurait coûté 185 millions de dollars, alors qu'en Angola, plus de la moitié de la population vit avec seulement moins de 2 dollars par jour. Dans la Zambie voisine, une mesure de restriction des affaires vient d'être décidée. Cette mesure vise les entrepreneurs étrangers qui travaillent dans le secteur de l'élevage fermier de volailles, dans la fabrication de briques, dans l'extraction ou encore dans les transports de marchandises. Eh bien, désormais, le gouvernement demande que ces travailleurs étrangers ne fassent leurs affaires qu'avec des entreprises zambiennes. La mesure a pour objectif de juguler la chute record récemment de la monnaie locale, le kwacha. Pour le porte-parole du gouvernement zambien, eh bien, la mesure est tout à fait justifiée. Écoutez-le. Nous ne chassons pas ceux qui sont dans ce secteur. Ce que nous disons, c'est que ces affaires doivent être faites par des propriétaires zambiens, des entreprises influencées et rendorsées par des Zambiens. Donc, pour ceux qui travaillent déjà dans ce secteur, ils doivent nouer des partenariats avec des Zambiens et ces Zambiens doivent posséder plus de 50% de l'actionnariat. La plupart de ces entreprises contribuent aussi à la dévaluation du kwacha. Quand ils vendent du poulet en utilisant des ressources locales, ils externalisent l'argent. Une fois cet argent externalisé, ils doivent aller sur le marché pour acheter des dollars. Donc, au final, cela affecte le taux de change du kwacha et nous voulons que l'argent reste en Zambie. Mais de l'autre côté, cette mesure n'est évidemment pas au goût de tous, comme par exemple ces fermiers chinois qui travaillent parfois depuis longtemps dans le pays. Certains ont d'ailleurs investi des centaines de milliers de dollars dans ce secteur. Parmi eux, William Huang, un éleveur de volailles. Écoutez. Nous, les éleveurs de volailles, nous devons continuer à faire tourner nos entreprises. Ce que nous voudrions savoir prochainement, c'est si nos producteurs locaux de poulets pourront répondre à la demande du marché. Et les travailleurs, ceux qui travaillent dans la volaille, où vont-ils les envoyer? Et leurs familles? Comment vont-ils pouvoir garder leur famille? Nous, ce que nous disons, c'est que c'est une bonne politique. Mais comment résoudre tous ces problèmes? Nous aimerions dire que si le gouvernement peut aider les fermiers qui travaillent dans ce secteur, le fait que nous les aidons financièrement est une bonne idée. Dans ce cas, nous serons très heureux de travailler en partenariat avec eux. Direction l'Afrique de l'Ouest à présent. Dans la capitale togolaise Lomé s'est tenu hier le 17e concours d'agrégation des sciences juridiques, politiques, économiques et gestion du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur ou l'agrégation CAMES. Au total, 148 candidats issus d'une douzaine de pays se sont inscrits à ce concours. Ils seront évalués par 40 éminents spécialistes, tous issus d'universités des pays membres ou encore de pays partenaires. Alors les 6 sections de leur programme qui seront soumises à évaluation seront l'histoire des institutions, le droit privé, le droit public, les sciences politiques, les sciences économiques, mais aussi les sciences de la gestion. Des candidats au concours ainsi que le président du jury, le professeur Ndao Diouf, ont répondu au micro de notre correspondant au Togo, Noël Tadénion. Pour tout enseignant à l'université qui a son doctorat, on ne s'arrête pas là. On obtient le doctorat pour bien sûr continuer, c'est-à-dire être agrégé, puis ensuite être professeur, voilà. Donc décrocher une thèse, ça n'a jamais été une fin en soi.
on dit à grand pouvoir, grande responsabilité. Si vous êtes professeur agrégé, cela suppose que vous allez non seulement former maintenant des étudiants, mais également contribuer à former des chercheurs pour que d'autres générations d'enseignants puissent sortir de vos universités. Donc c'est à ces deux niveaux que nous pouvons citer les enjeux de ce concours, qui est un concours très 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 compliqué et très difficile, mais qu'il faut quand même affronter avec courage et détermination. Alors, vous savez, dans le système de promotion des enseignants en sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion et en sciences de la santé, il y a deux voies qui permettent la promotion. Nous avons ce qu'on appelle communément la voie longue et ce que l'on appelle la voie courte, la voie royale, pour reprendre une expression chère aux juristes. Cette voie royale, qui est le concours d'agrégation, permet d'assurer une promotion rapide des enseignants qui, lorsqu'ils sont déclarés agrégés, prennent le titre de maître de conférence. Donc ils ont le statut d'enseignant de la magistrature, apte à diriger des recherches, apte à assurer des enseignements de la magistrature. En Afrique australe, le Swaziland est en crise. Ce petit pays dont le territoire est enclavé dans l'Afrique du Sud subit de plein fouet le contre-coup de son exclusion il y a 6 mois d'un accord commercial crucial avec les États-Unis. Conséquence, eh bien, l'industrie textile, qui était un marché essentiel dans ce pays, se rétrécit comme peau de chagrin. Maria Matseboula, une employée de ce secteur, s'était même très récemment agenouillée devant le roi Mswati III afin de le supplier de tout faire pour que le royaume reste un partenaire privilégié de Washington. Explication dans ce reportage. Les machines à coudre, des instruments essentiels de l'économie du Swaziland. L'industrie textile est le premier employeur de ce petit royaume d'Afrique australe. Mais le secteur est en crise. Les États-Unis ont exclu le pays d'un accord commercial qui les exonérait de taxes pour leurs exportations. D'après les syndicats, depuis le début de l'année, 3000 employés du textile ont perdu leur travail. Beaucoup moins selon le gouvernement. Nous avons perdu près de 1800 emplois en tout chez les entreprises qui exportaient 100% de leur production aux États-Unis via l'accord. Mais grâce à notre travail et le développement des nouveaux marchés, je suis content de dire que nous avons quasiment résorbé le manque à gagner. 1800, c'est vraiment une sous-estimation, vu que dans une seule entreprise, on a perdu 1450 emplois. Dans une seule entreprise. Les pertes d'emplois ont été massives, surtout dans le textile. Et ce qui est malheureux, c'est que le gouvernement ne s'occupe du problème que très lentement, à la vitesse d'un escargot. En vertu de l'accord AGOA lancé en 2000, une quarantaine de pays d'Afrique subsaharienne ont accès au marché américain avec des conditions favorables. Au Swaziland, cet accord a permis au textile de prospérer. Mais en contrepartie, les pays doivent respecter les droits de l'homme, notamment la liberté de la presse et le droit de grève. C'est le droit des travailleurs de s'organiser et de faire grève s'ils ne sont pas contents de ce que leur offre leur employeur. Mais au Swaziland, quand les gens font grève, le gouvernement envoie la police pour les battre et les renvoyer au boulot. Comme Maria Matseboula, plus de 28% de la population active au Swaziland est au chômage. Son passé de syndicaliste rend sa réinsertion encore plus compliquée. C'est vraiment difficile et douloureux. La Constitution dit que tous les employés ont le droit d'appartenir à un syndicat, mais les patrons, ils ne veulent vraiment pas des gens comme nous. Pas du tout. Le gouvernement swazi a promis de tout faire pour réintégrer l'accord. Mais le Royaume est aussi sous le feu des critiques de l'Union européenne pour avoir menacé et arrêté des journalistes et membres de l'opposition. Sans vraie réforme, plus d'emplois pourraient encore disparaître. À l'international, la capitale haïtienne Port-au-Prince a vu défiler hier plusieurs milliers de manifestants. Pour ses opposants au président Michel Martelly, celui-ci aurait manipulé les résultats préliminaires du premier tour de la présidentielle. Des résultats qui ont été annoncés le 5 novembre dernier par le Conseil électoral provisoire. Alors pour ces manifestants, c'est un véritable coup d'État électoral contre lequel le peuple haïtien s'érige aujourd'hui. Précisons que parmi les 54 candidats à l'élection, seul Maryse Narcisse, qui est arrivé 4e, et le candidat arrivé en 42e position, a
avait légalement contesté les résultats proclamés par la CEP. La loi électorale avait en effet donné aux candidats 72 heures pour adresser toutes leurs contestations. Précisons par ailleurs que depuis la fin de la dictature des Duvalier en 1986, Haïti traverse une vraie crise démocratique, émaillée aussi par des coups d'État d'élections contestées qui fragilisent son développement économique. Haïti qui est aussi encore toujours marqué par le terrible séisme de janvier 2010 et qui avait fait plus de 200 000 morts. Nous vous l'annoncions dans notre journal Vox News. Hier soir, l'île européenne de Malte accueille depuis hier un sommet consacré à la crise des migrants. Le président de la France, François Hollande, a déclaré que l'Europe devait tendre la main à l'Afrique en plaçant l'aide européenne au développement en Afrique au cœur de cette lutte contre les migrations illégales. Il a par ailleurs appelé les pays africains à intensifier leurs efforts contre les filières et les trafiquants. Je vous propose d'écouter ces déclarations de certaines des 50 personnalités qui étaient présentes hier à La Valette. Ces Africains sont suivis de la chancelière allemande Angela Merkel. Un soutien attendu de l'Europe parce que c'est son rôle et c'est sa responsabilité. Mais nous voulons développer un partenariat, aider les pays africains à davantage donner des moyens pour l'Afrique, pour la jeunesse africaine. Notre vocation, c'est de développer l'Afrique, ce n'est pas d'envoyer des migrants en Europe. Le déficit de démocratie dans certains pays d'origine, la pauvreté, les inégalités et l'insécurité dans un certain nombre de pays, ce sont ces causes profondes qu'il faut résoudre. C'est à elles qu'il faut s'attaquer. Et c'est pour cela que nous avons, un certain nombre de propositions. D'abord, à court terme, il faut prendre des mesures sécuritaires au niveau des pays de transit. Et à long terme, que ce soit dans les pays de transit ou les pays d'origine, il faut mettre en place un véritable programme de développement économique et social de ces pays. À présent, nous sommes à la deuxième étape, construire ce partenariat avec les pays africains et décider quel instrument mettre en place pour gérer cela. Le fonds que nous allons lancer ici en fait partie. Mais ce n'est pas seulement une question d'argent. Je veux que l'on soit clair. Il s'agit de construire des opportunités pour les gens, de protéger la vie des gens. Il s'agit ici de mettre en place un plan d'action qui va combattre la migration illégale et faire plus pour donner davantage de possibilités légales de commencer à travailler en Europe. Et pendant ce temps, en France, la situation des migrants s'aggrave dans le nord du pays. À Calais, ce sont plus de 4500 personnes qui espèrent ainsi traverser la mer en direction de la Grande-Bretagne. Depuis plusieurs jours, réfugiés et forces de l'ordre s'affrontent. Alors si la nuit de mardi à mercredi a été assez calme, pour le porte-parole du ministère de l'Intérieur, il faut absolument trouver une solution durable. Alors la nuit globalement a été calme, il y a eu quelques échauffourées en début de nuit, mais rapidement la police a été maître de la situation et a évité qu'il y ait des débordements, éviter qu'il y ait des violences, éviter qu'il y ait des intrusions et des dégradations dans les propriétés de riverains. Éviter également que des migrants puissent monter sur la rocade et tenter coûte que coûte d'accéder et de monter dans des poids lourds. Pour autant, c'est pas parce que ce bilan est satisfaisant qu'il ne faut pas avoir beaucoup d'humilité. Le dispositif sera reconduit dans les nuits qui vont venir. Un dispositif qui sera adapté mais qui a pour objectif de faire en sorte que le calme et la sérénité reviennent et de manière durable. Renforcer les relations entre leurs deux régions, c'est le but du sommet arabo-sud-américain qui s'est ouvert mardi à Riyad, en Arabie Saoudite. La réunion regroupe 12 pays sud-américains ainsi que 22 pays arabes. Et durant 2 jours, les pays membres ont exploré le vaste potentiel à développer en matière de coopération économique, scientifique mais aussi technologique. Le premier sommet a vu le jour en 2005 sous l'impulsion de l'ancien président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva qui souhaitait renforcer une intégration régionale entre les pays dits du Sud. Alors que les échanges entre les pays arabes et sud-américains se chiffrent aujourd'hui à 30 milliards de dollars, en 2005, ils ne dépassaient pas la barre des 6 milliards de dollars. Retour au Togo pour terminer ce flash d'information. L'équipe nationale de football affronte ce jeudi l'Ouganda dans un match qui compte pour les éliminatoires de la Coupe du Monde qui aura lieu, on vous le rappelle, en Russie en 2018. Les éperviers du Togo se sont entraînés hier après-midi. L'occasion pour leurs sélectionneurs d'effectuer les derniers petits réglages avant ce match capital. Pour le coach Tom Saintfiet, pas de doute, ce sera un match difficile. Mais malgré tout, il reste confiant.
Et justement, écoutons Tom Saint-Fiet au micro de notre correspondant au Togo, Noël Tadignon. Nous sommes prêts pour un bon match. Naturellement, un bon match, c'est un bon résultat, parce que c'est un match de qualification du Coupe du Monde et joue à la maison. On doit gagner demain, c'est très clair. On doit gagner et j'espère que Ouganda ne peut pas marquer un but ici. Quand on gagne 1 ou 2-0, ça veut être un résultat fantastique pour aller là-bas. Parce qu'aller là-bas, c'est pas facile. Pour moi, c'est clair que tous les joueurs qui sont ici pour un but, pour qualifier pour la Coupe du Monde. Cette équipe est très motivée et peut faire tout pour le pays pour qualifier. Et, c'est aussi mon sentiment avec l'équipe. Il veut travailler, l'atmosphère est bonne, les joueurs sont prêts, mentalité est bien pour faire tout pour ce match. Voilà, c'est sur cette note de football que nous terminons ce flash information du 12 novembre. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain, vendredi, pour votre point quotidien sur l'actualité. D'ici là, passez une très bonne journée. À demain.